Donc ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est de décliner les implications de ce que nous a dit Henri Weissmann pour la France. Donc pour cela, je vais m'appuyer notamment, mais pas essentiellement, sur les analyses du premier rapport du Haut Conseil pour le climat. Je suis une des membres de ce Haut Conseil pour le climat. Néanmoins, c'est en mon nom propre que je m'exprime aujourd'hui et ce que je vais dire n'engage nullement cette institution. Donc, je voudrais commencer par revenir sur une figure très importante qu'on a déjà vue plusieurs fois ce matin. Et donc, c'est la figure du rapport spécial du GIEC des trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre mondiales qui sont compatibles avec l'objectif de contenir l'augmentation de la température moyenne mondiale à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Pourquoi elle est importante, cette figure? C'est parce qu'elle illustre vraiment l'urgence à agir pour que les émissions baissent rapidement et atteignent en quelques décennies la neutralité CO2, c'est-à-dire des émissions nettes de CO2 nulles, ou dit autrement, le fait que les puits gérés par les activités humaines qui absorbent du CO2 de l'atmosphère, les forêts, les sols, contrebalancent les émissions de CO2 dues aux activités humaines. Une seconde chose qui est importante à voir dans cette figure et qui est dans la précision en dessous sur les années où les émissions de CO2 justement atteignent ce niveau de zéro émission nette, c'est que quel que soit l'objectif de stabilisation de la température, il faut atteindre cette neutralité CO2, simplement un petit peu plus tard dans le siècle pour l'objectif de degré par exemple. Donc avec ces précisions en tête, nous allons voir ce que ça veut dire pour les émissions françaises. Donc, suite à l'accord de Paris, la France a revu son objectif de réduction des émissions dans ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone. Et d'ailleurs, cette stratégie nationale bas carbone, elle est actuellement ouverte à consultation publique au lien que je vous donne ici. Et donc, cette stratégie définit une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 2050 et fixe les objectifs à court-moyen terme, ce qu'on appelle des budgets carbone, ou les marches finalement sur cette trajectoire d'ici 2050. Donc, à l'horizon 2050, la France se fixe un objectif de neutralité tout gaz à effet de serre, zéro émission nette de tout gaz à effet de serre à l'horizon 2050. C'est un petit peu plus ambitieux que la neutralité sur le CO2 dont on parlait pour les trajectoires d'émissions mondiales, puisque là, les puits de CO2 contrebalancent les émissions résiduelles de CO2, mais aussi les émissions d'autres gaz comme le méthane ou l'oxyde nitreux. Une plus grande ambition de la part de la France par rapport à ce qui est attendu de la moyenne mondiale est finalement attendue d'une part parce que la France a une plus grande responsabilité du changement climatique observé aujourd'hui, puisqu'elle a contribué à accumuler des gaz à effet de serre dans l'atmosphère depuis plus longtemps, parce qu'elle fait partie des premiers pays qui ont fait la révolution industrielle, et aussi parce qu'elle a une plus grande capacité à agir. Et donc cet objectif zéro émission nette à l'horizon 2050, c'est la vision de long terme, et la stratégie nationale bas carbone, c'est la trajectoire, les transformations entre maintenant et cette vision de long terme. Si on regarde d'un petit peu plus près la décomposition par secteur de cette trajectoire, on retrouve l'idée de transformation majeure et rapide dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, transport, bâtiments, industrie, agriculture, énergie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire des transformations majeures et rapides? Majeures, ça veut dire que les émissions deviennent quasiment nulles ou très faibles à long terme. Rapides, parce que finalement, 2050, c'est dans 30 ans. Dans 30 ans, ça peut paraître long, mais à l'échelle des durées de vie des installations industrielles, des bâtiments, des infrastructures, c'est quasiment demain. Donc, à noter qu'à long terme, le secteur des terres, encore celui-là, il constitue un puits de CO2 qui contrebalance complètement les émissions résiduelles. Et donc, il s'agit ici des forêts et des pratiques agricoles qui permettent de stocker davantage de carbone dans les sols. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est d'analyser les tendances récentes au regard de cette trajectoire.
D'abord, rappelons que la France fait partie d'un groupe de 18 pays dont les émissions de gaz à effet de serre ont connu un pic dans le passé et qui sont maintenant en baisse depuis plusieurs années ou même décennies, en l'occurrence pour la France, depuis les années 70. Donc les émissions mondiales, elles, je le rappelle, sont toujours à la hausse, même si la vitesse d'augmentation ralentit. Donc depuis 1990, c'est un point de référence, notamment dans les négociations internationales sur le climat. Donc depuis 1990, les émissions territoriales françaises, elles ont baissé de 19%. Sur la première période de la stratégie nationale bas carbone, la période 2015-2018, elles ont connu une baisse moyenne par an de 1,1%. Ça n'a pas été suffisant pour atteindre l'objectif de court terme, le premier budget carbone, la première marche sur la trajectoire qui a donc été manquée. Et pour respecter les prochaines marches sur la trajectoire, les prochains budgets carbone, le rythme de baisse des émissions territoriales françaises doit tripler d'ici 2025. Voyons maintenant le détail des émissions françaises sur le territoire français par secteur. Donc, le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France est le secteur des transports, qui représente plus de 30% des émissions nationales. La moitié de ces 30%, ce sont les émissions des voitures, des véhicules particuliers. 40%, ce sont les poids lourds et les véhicules utilitaires. Et le reste, ce sont les transports en commun, les trains et les avions. Ensuite vient le secteur des bâtiments, qui représente 19% des émissions nationales, dont les bâtiments résidentiels pour 60% et les bâtiments tertiaires pour 40%. Viennent ensuite l'agriculture et l'industrie, qui représentent 18% chacune. Donc, ce que je vous propose de regarder en détail ici, c'est les deux secteurs des transports et des bâtiments, parce qu'à eux seuls, ils représentent la moitié des émissions territoriales de la France, et aussi parce que ce sont les deux secteurs qui, sur les années récentes, ont été le plus loin, ont le plus manqué la trajectoire objectif. Les émissions des transports, elles stagnent depuis une dizaine d'années, et c'est le seul secteur qui a ses émissions aujourd'hui plus élevées que le niveau où elles étaient en 1990. Ceci est dû à une croissance des distances parcourues, à un retard dans l'électrification des flottes par rapport aux trajectoires qui étaient envisagées, à une absence de report modal, notamment du transport de marchandises de la route vers le rail, et à un ralentissement des améliorations d'efficacité, c'est-à-dire que les gains d'efficacité des moteurs ont complètement été gommés par l'alourdissement des véhicules, avec la mode des SUV notamment. Les leviers pour réduire les émissions des transports sont nombreux. La réduction des distances parcourues, le report vers des modes moins émetteurs, transport public, train ou non émetteurs, vélo, marche, le meilleur remplissage des véhicules, le choix de véhicules efficaces, légers, qui consomment peu, les choix collectifs d'aménagement du territoire et d'investissement qui permettent justement cette réduction des distances parcourues et le report vers des modes moins émetteurs. Actionner ces leviers relève un peu de choix individuels, mais beaucoup de choix collectifs aux échelles locales, régionales, nationales et même européennes, puisque, par exemple, les régulations qui portent sur les constructeurs automobiles sont décidées à l'échelle européenne. Dans le secteur des bâtiments, les émissions diminuent, mais 3 fois moins vite que prévu. Cela est dû à une stagnation de la consommation d'énergie des bâtiments, à des rénovations énergétiques certes nombreuses, mais peu performantes, à un retard dans l'élimination des chauffages les plus carbonés, en particulier le chauffage au fioul. Le levier majeur dans ce secteur est l'accélération des rénovations énergétiques du stock de bâtiments existants en faisant des rénovations performantes. Actionner ce levier requiert de traiter la question du financement de ces rénovations énergétiques, mais aussi de développer une filière de la rénovation thermique, des compétences. C'est donc aussi un enjeu de formation et d'emploi. Dernier secteur que je voulais aborder avec vous, et ce n'est pas un secteur à proprement parler, il s'agit des puits de carbone, donc à savoir les forêts et les changements d'usage des sols.
Ces dernières années, donc en France, le secteur forestier et d'usage des sols, aujourd'hui, compense pour à peu près 7% des émissions nationales. C'est bien un puits, mais le puits, ces dernières années, s'affaiblit. D'une part, parce que l'artificialisation des sols continue, et parce que l'évolution du puits forestier, donc l'évolution de la superficie des forêts, de la croissance des peuplements forestiers et des types d'exploitation, s'il permet toujours de capter du CO2 de l'atmosphère, l'évolution n'est plus aussi positive que les années précédentes. Et ça met en évidence un risque important le long de la trajectoire française vers la neutralité carbone, c'est celui de la résilience des forêts face au changement climatique, justement, avec des risques de feu accrus, de parasites et de maladies dont la progression est amplifiée par le changement climatique. Donc ici, les leviers résident dans l'arrêt de l'artificialisation des sols, la préservation du puits forestier, le changement de pratiques agricoles pour stocker davantage de carbone dans les sols. C'est peut-être le moment de dire un mot sur le fait de planter des arbres, puisque en ce moment, il semble que tout le monde veut planter des arbres. Donc oui, c'est une option qui permet de stocker du carbone. Et d'ailleurs, en ville, cela permet aussi d'apporter un rafraîchissement en adaptation au phénomène d'îlots de chaleur urbain. Mais non, ce n'est pas la solution magique qui nous exonérerait de penser le reste. Il s'agit bien aussi et surtout de réduire les émissions de gaz à effet de serre partout, dans tous les autres secteurs. Jusqu'ici, je vous ai parlé des émissions territoriales françaises, les émissions qui ont lieu sur le territoire, mais elles ne représentent pas l'intégralité de la responsabilité française en termes d'émissions. Les émissions de la France sur notre territoire et rapportées à la population représentent 6,6 tonnes de CO2 équivalent par habitant et par an, ce qui est un petit peu au-dessus de la moyenne mondiale, qui est à 6, tonnes de CO2 équivalent par habitant et par an. Et ce sont ces émissions territoriales qui ont baissé de 19% depuis 1990. Mais si on corrige des exports et des imports, c'est-à-dire si on soustrait les émissions qui ont lieu sur le territoire pour produire des biens qui sont exportés ensuite, et que l'on ajoute les émissions qui ont lieu dans d'autres pays pour produire des biens qui sont importés en France, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle l'empreinte carbone de la France. Et cette empreinte, elle monte à 700 millions de tonnes de CO2 équivalent par an, ce qui, si on le rapporte à la population, correspond à 11 tonnes de CO2 équivalent par habitant et par an. Et cette empreinte carbone de la France, elle stagne depuis 2005. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, alors trop brièvement, vu l'importance du sujet, c'est la question des inégalités, et ici des inégalités d'émissions. Donc là, c'est l'empreinte carbone des ménages, donc c'est par ménage et pas par individu, donc on ne retrouve pas les 11 tonnes, mais par ménage, c'est 24,5. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forte disparité dans l'empreinte carbone des ménages. Si le niveau de richesse d'un individu n'est pas le seul déterminant de ses émissions, les autres déterminants vont être sa localisation urbaine, périurbaine, rurale, son âge, ses types de consommation. Le niveau de richesse en reste le premier déterminant. Et en moyenne, l'empreinte carbone d'un ménage du décile de revenus le plus élevé est presque 3 fois supérieure à celle d'un ménage du décile le moins élevé. Les inégalités géographiques sont également importantes. De plus, on ne peut pas mettre sur un même plan, d'un point de vue éthique, toutes les émissions. Il convient en effet de distinguer celles qui sont de l'ordre de la subsistance, celles qui apportent un confort et celles qui constituent un luxe. Réduire les émissions de gaz à effet de serre implique de transformer en profondeur notre alimentation, nos déplacements, nos modes de production et de consommation. Mais cela aussi peut exacerber les inégalités. Par exemple, les politiques d'atténuation ont des effets sur les prix de l'énergie et de l'alimentation, avec un impact sur les niveaux de vie. On l'a vu, une hausse du prix du carburant ou des transports est injuste pour les ménages qui, pour pouvoir se loger sans se ruiner, ont dû s'éloigner des zones concentrant les emplois et les transports publics. Ainsi, l'action climatique, pour être juste, ne doit pas négliger son propre impact sur les inégalités
Et en France comme ailleurs, comme le disait Henri, les mesures mises en place doivent être au service d'objectifs plus vastes de développement, de réduction de la pauvreté et des inégalités, de création d'emplois décents, d'amélioration de la qualité de l'air, de la santé. Donc pour terminer, je voudrais reprendre les messages clés, en les amendant un tout petit peu, que vous a présenté Henri Weissmann. D'une part parce que je les endosse complètement et je pense que c'est important de mettre en évidence le consensus sur cette question-là. Donc je vais le redire avec mes mots. Il n'est jamais trop tard pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Quel que soit l'objectif de stabilisation du changement climatique, il faut atteindre la neutralité carbone. Plus on attend, plus ce sera difficile et plus les impacts du changement climatique seront importants. Cela implique une action immédiate et forte, incluant toute la société pour une transition juste. Cela concerne l'ensemble des acteurs et l'ensemble de nos activités, comment nous nous déplaçons, nous nous logeons, chauffons, nous produisons et consommons. Il s'agit de mettre en œuvre une transformation de tous les grands systèmes énergétiques, alimentaires, d'infrastructures. Les actions qu'il nous faut ne sont pas marginales, ne portent pas sur un seul aspect et ne sont pas seulement individuelles. Il s'agit de se concentrer sur les actions qui permettent d'avancer vers la neutralité carbone collectivement, de façon juste et inclusive. Il n'y a pas de recette miracle, mais une combinaison d'actions et d'instruments à mobiliser de façon systémique et cohérente. Des prix sur le carbone, des réglementations, des investissements, de la recherche et développement, des formations. Les négociations internationales sur le climat organisent la coopération entre pays sur le sujet, mais les réductions d'émissions viennent des politiques et mesures au niveau national, régional, local. Je vais reprendre, là aussi en les amendant un petit peu, les mots de Valérie. Chaque action, chaque choix de consommation, de production, d'investissement, collectif ou individuel, public ou privé, compte. Je vous remercie pour votre attention.